Les cendres. Nulle plante ne leur survit près d'un volcan actif. Presque tous les animaux fuient ce chaos, quand ils le peuvent encore. Pourtant, d'autres prospèrent là où tout semble devoir mourir. Voici leur histoire. Il était une fois, et il sera encore de nombreuses fois, un drame. Un volcan est en éruption, obligeant ce papillon géant à quitter son île natale. Il part, face au vent, pour des horizons lointains et incertains. Nous sommes au nord de l'Australie, au bout d'une île appelée Nouvelle-Bretagne, où une baie profonde abrite la ville de Rabaul. Ce golfe est une caldeira, une vaste dépression volcanique évasée en son centre et flanquée de petits cônes. À la fin du XXe siècle, ce volcan émettait les mêmes signes annonciateurs qu'aujourd'hui le Karkar à quelques centaines de kilomètres. Quand le volcan sommeille, ces forêts sont des havres paisibles où dorment tout le jour des renards volants. Lourdement suspendus à leurs branches, comme les papayes dont ils sont si friands. Il y a toujours une faille ou une échancrure par où filtre la fièvre du volcan avant son explosion. Les végétaux, rivés à la poudrière, périront de mort lente, brûlés par ces fumerolles sulfurées, acides comme du vinaigre. Entre 1971 et 1994, la baie de Rabaul a subi quotidiennement plusieurs séismes. Elle s'est même soulevée de quelques dizaines de centimètres sous la pression des gaz et des roches en fusion accumulées dans le sous-sol. Mais rien ne transparaissait en surface. Jusqu'à ce matin du 19 septembre 1994. Les autochtones appellent ce cône le Tavourvour, ce qui signifie « nid de frelons ». Poussés par les alizés, les frelons incandescents et surtout les cendres chaudes se dirigent vers Rabaul et ses 100 000 habitants. Les hommes et presque tous les animaux se sauvent juste à temps. Seuls restent les renards volants. Leurs narines filtrent les plus gros fragments de cendres. C'est tout juste s'ils sont incommodés. Pourquoi partiraient-ils? La nuit répond,
faisant apparaître les dangers invisibles au grand jour. Avec la chair des fruits, les renards volants avalent à présent de la cendre. Des particules de métaux toxiques et corrosifs s'infiltrent dans leur système digestif. Pris de violentes brûlures d'estomac, ils fuient en grande volée ce havre devenu un enfer. Une fois en altitude, les cendres du Tavurvur se chargent d'eau, refroidissent, puis retombent, couvrant toute la végétation d'un linceul gris. Plus de soleil, plus de photosynthèse, c'est fatal. Il y a aussi ce poison que crache le dragon, le soufre. Dans l'atmosphère, le gaz mortel se condense en acide sulfurique. Des pluies corrosives achèvent de calciner les végétaux. C'est dans ce désert insolite que nous allons suivre les destins croisés de 4 animaux extraordinaires. La chenille de l'ornithoptère. Ses plantes préférées dépérissent lentement. Le même sort l'attend si elle reste là. Dans l'impossibilité de partir, ce crustacé est contraint de s'adapter. C'est un Bernard l'ermite terrestre. Il y a encore celui que les volcans en éruption attirent. Un rapace. Le Milan sacré repère plus facilement ses proies sur des terres brûlées. Enfin, dans la longue histoire de la vie sur Terre, la sélection naturelle a retenu un animal qui ne pourrait exister sans les volcans. Il s'agit d'un volatile au grand pied, un mégapode. Pour lui, l'éruption sonne l'heure d'une communion avec les cendres. Les mégapodes, au lieu de couver eux-mêmes leurs œufs, utilisent des sources de chaleur naturelle. Seules les femelles, les poules, ont quitté les forêts des îles voisines, pressées de confier leur progéniture au Tavurvur
et à ses couveuses chauffées par le sol. Elles arpentent le terrain en quête de la température idéale, 35 degrés. Leurs pattes, aussi grandes soient-elles, sont peu sensibles. C'est une glande dans le gosier qui leur indique les zones les plus propices. Un thermomètre naturel, précis au degré près. Cette poule est arrivée bien après les autres. Les meilleurs emplacements sont déjà occupés par des consoeurs plus diligentes. Certaines ont d'ores et déjà déposé leur œuf en bonne place. La retardataire devrait se mettre à creuser elle aussi, mais elle semble envisager une solution plus radicale. Ne pourrait-elle s'approprier une couveuse toute faite ? La propriétaire refuse de se laisser déloger et renvoie la fraudeuse à son devoir. Aménager sa couveuse à la force de ses ergots. Chaque année, depuis le réveil du Tavourvour, plus de 100 000 œufs sont ainsi confiés aux bons soins des cendres. Pour la plupart des êtres vivants, la vie est éprouvante sur ces terres dévastées. Les animaux marins, en revanche, sont à peine affectés par les humeurs du Tavourvour, car les courants renouvellent sans cesse l'eau du golfe de Rabaul. Le matin, au retour de ces chasses nocturnes, une famille de dauphins stènels à long bec vient se détendre au large du volcan. Sur la presqu'île, le volcan et les intempéries font rage, sans pour autant détruire à tout jamais. Ainsi, la cendre asphyxie les plantes tout en délivrant des minéraux qui fertilisent le sol. Le volcan vient-il à s'apaiser que les plantes et les végétariens prospèrent de nouveau. Entre deux pluies de cendres, la vie tâtonne. Cette chenille d'ornithoptère a eu le temps de se nourrir à satiété pendant une accalmie. Elle est sur le point d'entamer sa métamorphose à l'abri des prochaines colères du Tavourvour. La transformation demande une semaine environ. Les organes de la chrysalide se liquéfient avant d'être prodigieusement remodelés et remplacés par les subtils atouts et atours du papillon. La voici papillon, et presque oiseau par son envergure, proche de celle du merle. D'où son nom courant, le papillon à ailes d'oiseau. À ses ailes jaunes, on reconnaît une femelle. Elle aura besoin d'une journée encore pour sécher, se déployer entièrement, permettre à sa vue de s'ajuster. Avec ses yeux à facettes, l'ornithoptère détecte plusieurs centaines d'images par seconde, quand nous n'en voyons que 25. Voici par exemple comment elle perçoit le vol de ce frelon. Comme au ralenti. Pour les fourmis, un papillon fraîchement éclos est une providentielle buvette où l'on savoure un nectar de protéines, des résidus de la nymphose. Chassée de la buvette, cette fourmi atterrit chez un sinistre fossoyeur.
le mystérieux tendeur de pièges est la larve d'un insecte éphémère, le fourmilion. La cendre du volcan cimente la terre végétale et permet au fourmilion de creuser des cratères si profonds que peu de fourmis en réchappent. Celle-ci a eu beaucoup de chance. Une journée après la nymphose du papillon, le temps est radieux, excepté sous le vent du cratère. Dans l'air sec, le panache s'élève sans se condenser, puis rencontre les vents d'altitude qui répandent ses cendres à 600 km à la ronde. Les nuages volcaniques masquent la lumière solaire, notamment les ultraviolets de haute fréquence. Ces rayons, imperceptibles à l'œil humain, sont indispensables aux papillons. Sans eux, sa vue est tronquée. Les basses fréquences solaires, qui incluent la gamme des rouges, se trouvent filtrées, elles aussi, par le nuage. Aux yeux de ce papillon jaune, les fleurs d'hibiscus dont il aspire habituellement le nectar n'apparaissent plus dans le décor. Sans avoir pu se nourrir, la femelle ornithoptère doit s'en aller, quitter ce monde incertain pour retrouver la lumière pure. Mais avec ses ailes souples, elle ne saurait voler comme un oiseau. Tout juste peut-elle remonter ou descendre le lit du vent. Pour sortir de ce nuage nocif, elle se dirige vers sa source, le cratère du Tavourvour, toujours en remontant au vent. Au pied du nid de frelons, les cendres dispersées par le vent tuent les cocotiers. Cette récolte précoce arrangera certains charognards. Grâce à ses antennes, le Bernard l'ermite terrestre détecte les particules humides émises par la chair. À Rabaul, on dit que la Lune influe sur l'activité du Tavourvour, comme elle commande les marées. Les marées, elles, ont peu d'influence sur la vie du Bernard l'ermite. Seules les femelles en sont tributaires au moment de donner la vie. Mais la mer est désormais très loin, au bout d'un désert de cendres et de soufre. Les œufs sont camouflés sous la coquille. 1 millier de futurs crabes que la femelle va livrer à l'océan. C'est sous l'auvent de cette scorie qu'elle choisit d'abandonner sa progéniture, sur le territoire des poissons clowns et des anémones. Au premier contact avec l'eau de mer,
Les œufs deviennent larves et se mêlent au zooplancton, cette nuée de proies minuscules en libre service dans l'océan. Les larves qui n'auront pas été dévorées dès leurs premiers instants dériveront au gré des courants, grandiront, trouveront un jour une coquille déserte à squatter. Seuls 1% d'entre elles accompliront cet exploit. Malgré tout, d'île en île, les Bernard l'ermite terrestres ont ainsi colonisé l'océan Pacifique tropical. Des luxuriantes forêts entourant le Tavourvour, il ne reste qu'un tapis de cendres hérissé de squelettes. Autant de perchoirs à la disposition des milans sacrés. Ce mâle a choisi pour observatoire un tulipier du Gabon, où les vents dominants lui épargnent de justesse les désagréments du panache. Avec sa vue 8 fois plus puissante que la nôtre et son ouïe pointue, il identifie d'emblée l'intrus qui s'approche. Une femelle. Le couple s'est installé au milieu d'une colonie de stournes chanteurs. Et pas seulement chanteurs, brailleurs, chapardeurs et jaloux de leur territoire. Les milans ont résisté aux agressions et commencé à construire leur nid. Mais pour parer aux attaques des stournes ou à leurs larcins, il faudra toujours qu'un des deux parents monte la garde. Au vent du panache, la lumière ultraviolette brillera jusqu'au coucher du soleil.
D'ici là, la femelle papillon doit repérer une terre d'asile, sinon elle mourra noyée. À jeun, mais l'œil scrutateur, elle entame une périlleuse odyssée. Les ornithoptères ont la force de parcourir plus de 200 km par jour. On retrouve ces Ulysses jusqu'au littoral de la Papouasie et du nord de l'Australie. Ils sont particulièrement nombreux à plusieurs centaines de kilomètres de Rabaul, sur l'île de Manam. Toutes sortes de navigateurs errants abordent les îles côtières. Manam accueille notamment des balbuzards, sentinelles toujours aux aguets. Le balbuzard ne s'intéresse heureusement qu'aux poissons. Pendant qu'il pêche, l'ornithoptère couvrira la courte distance qui le sépare de l'île verdoyante. Voici à quoi ressemblaient les forêts tropicales de la baie de Rabaul avant l'éruption du Tavourvour. Le tableau actuel, un camailleux de gris. Le Tavourvour est d'humeur changeante. À présent, son magma devenu visqueux obstrue le cratère. En sous-sol, la pression monte jusqu'à la rupture.
Dans l'eau, les retombées sont sans importance, bien vite absorbées par le grand brassage de l'océan. À l'intérieur des terres, on attendra la venue d'un orage tropical pour se laver des cendres. Ces pluies érodent le sol au pied du Tavourvour et creusent le lit de ruisseaux éphémères, où s'aventurent parfois des filles de Neptune. Des anguilles marbrées. Les plus grandes, presque 2 mètres, sont trop lourdes pour se hisser sur la berge. L'instinct du chasseur le conduit cependant à se surpasser. Pour grimper, il suffit d'un peu d'élan. Il en faut un peu plus pour faire courir un Bernard l'ermite. Scories et cendres, les poules venues de forêts lointaines élaborent un second œuf qu'elles déposeront, là encore, au pied de l'âtre sacré. Ces frelons incandescents dans tous les sens. Les plus gros ont la taille d'un autobus. Avec un bon sens de l'observation et un minimum d'expérience balistique, on peut éviter d'être écrasé. Depuis que le Tavourvour s'est réveillé, 20 000 poules viennent pondre tous les ans autour du cratère. Elles savent composer avec les humeurs du volcan. La preuve en est que l'on n'a jamais recensé la moindre poule tuée par une bombe volcanique. Elles sont bien trop alertes.
arrive que sous l'effet du stress, elles abandonnent leur œuf sur le sol, sans prendre la peine de lui aménager un creux. La chaleur solaire emmagasinée par les cendres pourrait suffire à assurer son incubation. Mais elles doivent affronter un prédateur venu tout droit de la préhistoire. Le varan du Pacifique. Ses yeux ne discernent que les objets en mouvement. Pour tout ce qui est immobile, il doit suivre l'invisible et sinueux chemin des odeurs. C'est sa langue fourchue qui détecte le parfum des œufs fraîchement pondus. Il a aussi 2 organes olfactifs au bout de son museau, qui l'aident à trouver la position exacte d'un objet odorant par triangulation. L'œuf de mégapode contient 3 fois plus de jaune que celui d'une poule domestique, un concentré de vitamines et de sels minéraux. Au bout du compte, ces pertes ponctuelles sont insignifiantes pour les populations de mégapodes. Les poules repartent à présent se nourrir en forêt. En l'espace d'1 mois, chacune aura pondu 2 œufs dans les chaudrons du Tavourvour. À certains endroits, ces chaudrons dégagent du dioxyde de soufre. Coïncidence ou farce de la nature, ce gaz empeste l'œuf pourri. Plus les ruisseaux éphémères s'évaporent, plus ils sont saturés d'acide sulfurique et toxique pour qui voudrait s'y désaltérer. C'est dans la zone atteinte par ces fusées brûlantes que le volcan fait le plus de victimes. Dans ce déluge de bombes, les milans sacrés peuvent se permettre de chasser. Leur vue pénétrante se double d'un large champ de vision. D'un même regard, ils perçoivent un minuscule cadavre au sol et les déjections du monstre gris.
s'attarder ici trop longtemps. Le temps de la digestion, il plane en bloquant ses ailes. Loin de cet enfer, l'île de Manam, le paradis choisi par la femelle papillon. Elle a été aperçue par un mâle de son espèce. Il porte aux ailes des écailles que font chatoyer les rayons ultraviolets. La femelle n'y sera sans doute pas indifférente. Mais pour la conquérir vraiment, le mâle doit voler près d'elle et diffuser un parfum à base de phéromones, l'invitant à la copulation. Cette femelle ne semble pas vouloir s'accoupler finalement. C'est bien normal, elle a déjà été fécondée et ne papillonne que pour chercher un endroit où pondre. Elle déposera ses quelques 200 œufs sur sa liane fétiche. Cette plante s'appelle l'aristoloche, un nom prédestiné d'origine grecque signifiant « la meilleure pour la naissance ». Se gorger d'aristoloche et seulement d'aristoloche. Les chenilles d'ornithoptères s'y appliquent en vue de leur métamorphose. La plante contient des alcaloïdes toxiques, bénins pour les chenilles mais dangereux pour ceux qui seraient tentés de les dévorer, comme ce grand pigeon des plus élégants, le goura de Victoria. Il est normalement frugivore. Prend-il la chenille pour un fruit exotique? Le poison attaque directement l'ADN et provoque des cancers. La sélection naturelle saura limiter ces accidents. Elle ne retient que les lignées de goura ayant appris à se méfier de ces chenilles. À l'horizon, le tavourvour est d'humeur moins sombre. Il a coiffé son panache blanc, blanc comme la vapeur d'eau. Entre deux éruptions, la pression chute dans la chambre magmatique. De l'eau de mer réchauffée s'infiltre par le sol et s'évapore par toutes les failles possibles. L'accalmie invite ce poussin de mégapode à quitter sa couveuse artisanale. Il est absolument seul au monde. Aucun soin parental, aucun apprentissage ne lui sera prodigué. Un cas unique chez les oiseaux. Mais l'énergie ne lui manque pas. Il l'a puisée dans le jaune très nourrissant qui remplissait sa coquille. Il peut même voler dès le premier jour.
La seule chose qui rapproche les mégapodes des milans sacrés est le jeu routinier du prédateur et de la proie. À l'opposé des mégapodes, les milans sont des parents attentifs. Ils communiquent et se partagent équitablement les tâches, l'un protégeant le nid contre les stournes voleurs quand l'autre va chasser. Les mégapodes ne doivent leur survie qu'à la chaleur des cendres. Les voir proliférer autour des volcans de Papouasie, Nouvelle-Guinée, nous rappelle que le volcanisme a forgé l'histoire de la vie sur Terre. Voilà 16 ans que le Tavourvour crache ses frelons de braise. Les animaux ont eu le temps d'établir alentour leurs repères. Ce couple de Milan revient chaque année dans le même nid pour élever 1 ou 2 aiglons. Pour imaginer quel aspect aura demain le Tavourvour, il suffit de traverser la baie de Rabaul. Là se dresse le Vulcain, qui s'est passagèrement réveillé en 1994. Les bienfaits des cendres ont rendu à la végétation sa luxuriance d'autrefois. La Papouasie est une terre de volcans. Quand l'un s'éteint, l'autre s'éveille. Maintenant, c'est au tour du Manam de mettre sur les routes de l'Exode un voyageur éphémère.